Merci alors. Merci, bienvenue. Puis je vois la salle pleine, donc je suis j'ai plus la pression plus haute. Donc l'idée c'est, je vais vous présenter un petit peu un Rex de mon parcours au final, par rapport à ce que j'ai pu mettre en place pour avoir une meilleure stratégie de test, on va dire. Pour commencer, je m'appelle Dora, je suis VP Tech chez Arola. Arola, c'est un cabinet de conseil sur Paris, mais on travaille au-delà de l'Île-de-France puisqu'on intervient un petit peu partout dans le monde, que ce soit via nos speakers ou via, à travers les missions de conseil, coaching ou même assistant technique. Donc voilà. Puis si vous voulez en parler après, avec plaisir. Je suis aussi co-auteure et illustratrice d'un bouquin qui s'appelle Softwarecraft, qui est aux éditions Luno. Donc c'est une petite intro, on va dire, pour toutes et tous ceux qui ne connaissent pas le craft. Donc l'idée, c'est un petit peu résumé de toutes les bonnes pratiques de dev et au-delà, d'ailleurs. Et puis, j'ai mis un petit peu d'autres rôles parce que je ne suis pas... on va dire, me présente comme dev souvent. Mais je fais aussi des conseils en archi, je fais aussi du coaching. Je review le magazine Programmé, pour ceux qui connaissent. Et j'ai été aussi prof en école d'ingé à Paris. Voilà pour la petite presse. Arola, j'en ai je l'ai déjà présenté, mais là, c'est un petit peu tous nos types d'interventions. Donc du conseil, coaching, des projets aussi au forfait. Donc si vous avez un besoin et vous ne savez pas à qui le donner, vous savez à qui poser la question. Et puis on est aussi centre de formation. Tout ce qui est bonne pratique, donc les méthodos type TDD, BDD, DDD, Pragmatic Archi, Living Duck, voilà. Et on est certifié Calliope, pour ceux qui connaissent la certification. Voilà. Je veux commencer ma presse par une petite histoire. L'histoire d'une jeune fille qui sort d'école, école d'informatique, qui a parcouru tout un chemin dans son parcours, mais elle a fait des stages un petit peu dans des endroits prestigieux tels que le CEA, les commissariats d'énergie atomique ou autres. Et on lui a dit qu'il faut faire des bons stages pour pimper son CV, parce que c'était très important pour aller dans le monde du travail. Et en tant que stagiaire, donc elle découvre du coup le monde du travail, et puis après, elle arrive dans une équipe. Et on va dire, elle a eu de la chance parce qu'elle atterrit dans une équipe d'experts et expertes, parce que pour son premier job, elle avait des gens experts dans leur domaine, elle était bien entourée, elle a appris pas mal de choses, que ce soit sur le dev, sur la qualité, sur le boulot en général, on va dire. Et à l'époque, on appelait ça d'ailleurs MOA, MEE, QA, parce que ça date. Bon, maintenant, on n'appelle plus ça comme ça, on appelle PO, Dev, QA. Et on lui dit que, attention, il faut penser un seul truc dans ton boulot, c'est la qualité. Et la qualité, ça passe, comme l'a dit Cécile Roche tout à l'heure, ça passe par la satisfaction client, ça passe par des process qu'on implémente, donc il faut bien suivre tout ça, et il faut bien veiller à tout ça. Et donc, cette jeune femme commence à explorer justement la qualité et cherche à découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça englobe et qu'est-ce que ça représente. Et elle apprend beaucoup de choses. Et plus elle apprend, plus elle découvre, plus elle a des idées dans la tête et plus elle a des étoiles dans les yeux, on va dire. Et donc, elle essaye d'appliquer tout ça dans son projet. Et elle se rend compte que, tout simplement, c'est pas possible. Elle a envie de faire des choses, mais elle n'y arrive pas. Enfin, pas tout le temps, du moins. C'est un petit peu... j'arrête là pour la petite histoire, mais c'est un petit peu la mienne, réellement, parce que j'étais cette petite fille-là, dont je parlais. Et je fais partie des gens qui pensent que les tests, la qualité, repose vraiment sur les tests. Et c'est pourquoi j'ai mis le nez dedans, même si j'ai un background dev, mais j'ai mis le nez dedans très très tôt dans ma carrière. J'ai eu de la chance, j'étais bien entourée peut-être,
Mais la première chose que j'ai faite, je me suis dit, ok, si la qualité passe par le test, bah, qu'est-ce qu'un test? On va commencer par les basiques. Le test, c'est quoi? D'après le Larousse, ça permet de vérifier le fonctionnement d'un produit. C'est simple, on est tous d'accord avec cette définition, j'imagine. Et souvent, le premier réflexe, bah, du coup, si on veut vérifier un fonctionnement, bah, on va le lancer, on va voir, du coup, visuellement, comment ça marche. Donc, premier réflexe qu'on a tous et toutes, je pense, c'est je lance l'application ou le logiciel que j'utilise et je vais checker visuellement comment ça marche. Et puis, en tant que dev, je découvre un petit peu ce que c'est que les tests unitaires. Donc, j'automatise des tests que je fais habituellement, visuellement. Et on part, souvent quand on parle de tests unitaires, on part sur des débats philosophiques. Qu'est-ce qu'une unité? Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat tout de suite, mais en tout cas, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent l'unité, c'est la méthode, la classe. Il y en a d'autres qui disent c'est un bon composant homogène. Enfin, on en parlera après si vous voulez. Mais en tout cas, plus j'en fais des tests et plus je me rends compte que finalement, je commence à faire des tests automatisés plutôt gros. Et je me rends compte que ça s'appelle plus test unitaire dans ce cas-là, ça s'appelle plutôt des tests d'intégration. Martin Fowler parle de deux types de tests d'intégration, on va dire. Il y a ce qu'on appelle les neurotests, donc c'est les tests avec une étroite étendue, donc qui testent plutôt quelques composants entre eux. Et puis ce qu'on appelle les broad integration tests, c'est les tests qui ont plutôt une couverture plus étendue. Et donc, ça teste du coup plusieurs unités de choses, de code, on va dire. Et donc, ça dépend encore une fois de la définition d'une unité. Ensuite, quand j'ai travaillé dans des équipes où il y avait des QA qui testaient, qui potentiellement automatisaient aussi, je découvre aussi d'autres genres, d'autres types de tests, on va dire. Et notamment, à l'époque, j'ai travaillé avec des QA qui lançaient des tests automatisés avec Catalan Studio, notamment. Je suppose qu'il y en a quelques-uns qui connaissent Catalan, ouais. Et je découvre que ça s'appelle des tests end-to-end. Enfin, je sais que. Et c'est là où on se pose du coup des questions. Alors, souvent, ces tests end-to-end, il y a toujours un environnement dédié. Donc on déploie quelque part notre solution pour la tester, pour lancer, sur laquelle on va lancer les tests automatisés. Donc il y a plein de notions qu'on va découvrir, tests unitaires, tests d'intégration, tests end-to-end, mais comment s'organise tout ça? Je laisse la question en suspens, on va juste regarder autre chose après. C'est que souvent quand on va dans les tests, on entend très vite parler de pyramide de tests. Et on nous a dit que plus c'est bien d'essayer en tout cas de créer nos tests de telle sorte qu'on ait le maximum de tests unitaires et puis un peu d'intégration, qui correspondent à la pyramide. Et l'idée, c'est de dire tout simplement, c'est plus on s'approche de la base, plus on a le feedback rapide, et donc du coup on peut facilement corriger. Plus le coût est faible, parce que c'est sûr que créer un test unitaire qui est directement branché avec le code, c'est plus facile qu'avoir un environnement dédié pour un test end-to-end, au test d'acceptation en français. Et bien sûr, vu que le feedback est court et puis le coût est faible, forcément on a un plus grand nombre, donc, par conséquence. Et en fait, en réalité, dans les projets auxquels j'ai intervenu, souvent je vois la pyramide muter. Elle mute souvent ce qu'on appelle en losange. Donc on a beaucoup de tests d'intégration, peu de tests unitaires et peu de tests d'acceptance. On l'appelle aussi diamant d'ailleurs. Ou alors, il y a d'autres contextes où la pyramide plutôt mute en cornet de glace. Donc on a très peu de tests unitaires, quelques tests d'intégration, et puis plus on monte, et puis un nuage de tests exploratoires. Ce que je mets dans tests exploratoires, c'est vraiment les tests un petit peu qu'on fait à la main. Parce que je sais qu'il y a certains qui considèrent que les tests exploratoires, c'est carrément une technique de test. Donc c'est un truc qu'on met réellement qui est bien encadré, quoi. Autre type, on va dire, de mutation de pyramide,
on voit souvent, c'est le sablier. On en parle, c'est que ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire qu'on a beaucoup de tests unitaires, beaucoup de tests d'acceptation, et puis peu de tests d'intégration. Moi, je préfère plutôt l'appeler ça nœud papillon, parce que ça représente un petit peu l'image. Et là, je me dis, bon, bah, c'est bon à savoir tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Ok, on a dit que c'était bien de faire. On a vu que la pyramide mute plein de fois, mais réellement, qu'est-ce que je fais de la pyramide? Je garde à 8h du matin pour faire le support de matin. Et le support du matin, ça passe de 8h à 10h à peu près. Donc l'idée, c'est on se réveille et puis on essaye de faire des actions pour vérifier que tout va bien. Donc on se connecte sur le serveur. Ah, ils sont bien up, c'est bon. On vérifie les batchs de nuit qui sont bien tournés. Bon, c'est bon, il a l'air de bien fonctionner. On vérifie les API, enfin toutes les API se répondent bien. Bon, bah ça a l'air bon. Et un jour, on me disait, mais c'est con, en fait, je suis en train de faire tout ça manuellement, mais en fait, je peux très bien les automatiser. Et on l'avait automatisé justement dans le contexte de cette mission. Et c'est après qu'on découvre que c'est ce type d'automatisation ou ce type de test, ça a un nom en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce qu'on appelle les health checks. Donc c'est vérifier que tout est bon, enfin tout est dans l'ordre, et on vérifie que finalement, peut-être un espèce de cas nominal qui fonctionne, des cas d'exception, le statut des API, est-ce qu'on a des batchs peut-être qui ont tourné, on vérifie que le résultat peut-être, sans forcément regarder vraiment en détail le côté fonctionnel, mais c'est plutôt des tests plutôt peut-être plus techniques. Et puis un jour, on arrive dans une équipe où finalement on n'a que 5 utilisateurs ou utilisatrices de notre outil. Et d'un coup, je sais pas, ça prend du succès et on passe de 5 à des millions, voire des milliers. Et là, boum, tout le SI tombe. Et panique à bord, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, rétro-pédalage, on essaie de rattraper le tir, etc. Et on se dit, bah, on n'a pas envie de revivre ça un autre jour. Parce que peut-être que de 1 millier, on va passer à 1 million d'utilisateurs et on n'a pas envie de revivre la même histoire. Et donc, on crée des choses automatisées justement pour essayer de nous garantir que tout se passe bien. Et ces tests-là, ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, ce qu'on met dans la famille des tests de performance. Donc, on va essayer de stresser, enfin, c'est ce qu'on appelle stresser le système pour vérifier qu'il répond bien aux attentes, soit au pic d'utilisation, soit à une période d'activité, notamment je pense à tout ce qui est vente privée. Souvent le pic c'est vraiment à la connexion ou au démarrage de la vente et après le reste de la journée on est tranquille. Pour faire ces tests-là, il y a deux façons, on va dire, de le faire. Soit on est côté serveur et donc on va utiliser des outils type Apache Bench ou Siège. Et soit on est côté client et on a plutôt envie d'utiliser SiteSpeed ou WebPageTest. Donc ça dépend de ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut implémenter comme test réellement. Donc là, j'ai parlé un petit peu de quelques expériences. Et puis, il y a un jour où on avait un besoin. Je pense, on a eu la discussion tout à l'heure, où le métier vient nous dire « Alors, j'ai besoin d'avoir les deux implémentations de la même fonctionnalité en parallèle, en prod. » C'est
juste pour savoir le comportement, observer le comportement des clients et finalement après choisir soit on garde l'ancienne version ou alors la nouvelle. Et justement, c'est bien dit, ça s'appelle l'A/B testing. Souvent, soit on peut le faire en homemade, comme on dit, donc on le fait à la maison, à notre sauce, soit on peut utiliser des outils externes. Et d'ailleurs, je vous ai mis là, il y a plusieurs versions d'A/B testing. Souvent, on parle de A/B testing, mais il y a plusieurs versions en fait. Il y a le AA par défaut, donc on a une seule version, c'est celle de prod. Il y a le AB pour dire qu'on part de variations, clairement. Le AZ pour dire qu'on a plusieurs variations, donc 3, 4, N variations. Et il y a le multivarié pour dire qu'on essaye de faire des combinaisons. Donc on a plusieurs A/B tests et on essaye de les composer. Ou alors ce qu'on appelle les multipages, où là, pareil, c'est plutôt par rapport aux pages au lieu de composants. Des outils externes, là, je vous ai mis deux. Il y a le A/B testing ou Chameleon, qui sont un petit peu les leaders pour l'instant. Enfin, sauf si ça a changé depuis. Et là, on se pose la question, quoi encore? Puisque c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre type de test? Donc là, je pars vraiment côté, maintenant, je sors un petit peu de la zone des QA et je pars plutôt dans la zone des développeurs et des développeuses. Et on va parler de ce qu'on appelle les property-based testing, où là, on va tester plutôt une propriété du code. Et donc, ce que j'appelle propriété du code, c'est un comportement, enfin l'invariant, ce qu'on appelle l'invariant du domaine, ou les règles de gestion en général. Donc on va tester vraiment nos règles de gestion. D'habitude, on les teste avec des tests unitaires, intégration, peu importe. Mais avec ces tests-là, on va figer finalement les données d'entrée et potentiellement ce qui est attendu. Avec les property-based testing, et notamment si on utilise des librairies type fscheck ou autre, souvent, en fait, la librairie, elle prépare pour nous une centaine à peu près de données qu'elle met en input. Et derrière, ce qu'on attend, c'est que forcément le comportement soit bon. Et souvent, le truc qu'on doute rarement, enfin qu'on voit vous n'y avez pas pensé, on va dire, en général. Donc c'est pas mal d'avoir ces tests-là parce que c'est comme si on avait des tests paramétrés, mais sans valeur en entrée, quoi. C'est ça l'avantage. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les mutation testing. Ça, c'est pareil, mais là, on va viser plutôt la qualité des tests écrits et non pas la qualité du code. C'est quoi la différence? C'est que souvent, on parle de couverture de code. Ça parle à tout le monde, j'imagine. Et souvent, on se dit, chez nous, on a une règle, c'est une couverture à 80%, par exemple, minimum. Bon, on sait tous très bien que si on veut écrire un test unitaire, on peut très bien couvrir à 80, voire à 100%, mais on ne teste rien. Il n'y a pas d'assertion dans le test, clairement. Enfin, si ça lance une exception, c'est que le test fail, mais s'il n'y a rien, ça passe inaperçu. Et donc, on a notre couverture. Sauf que pour le mutation, si on met en place la technique de mutation testing, ce qui va se passer, c'est qu'on va vérifier la qualité de nos tests. Pourquoi ? Parce que ça va créer ce qu'on appelle des mutants de code. Donc, imaginons vous avez dans le code if mon nombre est supérieur à 2. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste changer le supérieur par un égal. Et on va voir, elle va lancer tous les tests qu'on a dans notre suite. Et donc, l'effet inverse, c'est que si on a des tests rouges, c'est bon signe. Et si on a tous les tests qui sont verts, c'est mauvais signe. Ça veut dire que le bout de code qui a été changé, il n'est pas couvert par des tests. C'est ça la différence. Enfin, à l'inverse de
le statut rouge des tests, etc. Et donc il y a des librairies aussi qui permettent de faire ça, qui le font très bien d'ailleurs. Et je vous conseille d'expérimenter ces deux techniques, le property-based testing ou le mutation testing, ou du moins en parler dans vos équipes avec les devs, parce que ça va titiller un petit peu leur curiosité certainement. Enfin, j'espère. Ensuite, on se dit, ok, on a vu des techniques, des types de tests, etc. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Vous imaginez que la réponse est oui. Et là, on va découvrir d'autres approches ou méthodes plutôt qui vont être, à mon sens, globales, pas que pour les tests d'un côté ou pas que pour les devs d'un côté ou les QA ou PO. Ça sera par exemple le Test Driven Development. Est-ce que ça vous parle? Cool. Alors l'idée, c'est vraiment de pousser un petit peu la réflexion de créer les tests. Donc souvent, on fait le code et après, on se dit, bon, bah, parce que j'ai une règle dans mon équipe qui est de faire de la couverture supérieure à 80, donc je vais écrire le test qui va bien, qui couvre bien tout. Et là, c'est plutôt une autre façon de réfléchir. Enfin, un petit peu, on va dire, à l'envers pour certains. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté quand je faisais du coaching. Souvent, on me dit, mais tu réfléchis à l'envers. Non, en fait, je réfléchis pas à l'envers, mais c'est une autre façon, c'est une autre approche. Et l'idée, là, c'est vraiment de dire, ok, on va essayer d'écrire qu'est-ce qu'on attend de cette fonctionnalité. Vraiment, le test, c'est pour ça qu'on parle de test rouge. Donc, qu'est-ce qui est attendu? On va écrire ensuite, en deuxième temps, on parle souvent du cercle red, green et factor. Hein. Là, on est dans le red, donc on va écrire le test rouge. On va écrire le minimum de code pour faire passer le test au vert. Et ensuite, on va se poser et on va réfléchir comment on peut améliorer notre code. Donc, dans la phase d'écriture de code, là, on ne va pas vraiment réfléchir. Là, on va y aller rapidement. On a envie juste d'apporter la valeur. Et on va se poser à la phase de refacto pour dire comment on améliore et le code et les tests des deux côtés. Et souvent, quand on présente la technique ou on essaye de l'implémenter au quotidien, c'est compliqué pour les devs, genre en général, parce que on se pose la question, mais quel est mon premier test? Comment je fais? Petit clin d'œil à la presse de Bruno de tout à l'heure, parce qu'effectivement, le example mapping permet justement un des outils, en tout cas pour identifier les exemples avec le QA ou la PO. Et justement, pour moi, un des prérequis de cette technique, ou de cette méthode, c'est de décomposer le problème, donc identifier vraiment quelles sont les parties de notre problème, identifier des exemples pour chaque partie, et donc l'example mapping, et notamment, c'est un très bon outil pour le faire. Et puis après, on essaie de prioriser entre les exemples pour me dire quel est l'exemple le plus simple et donc par lequel je vais commencer. Parce que si je vais commencer par l'exemple le plus complexe, c'est normal, à ce moment-là, je vais coder directement la fonctionnalité. Donc l'idée, c'est de définir un petit peu ce qu'on appelle les baby steps pour y arriver petit à petit. Et ainsi, du coup, apporter de la valeur à chaque commit, limite. Et je peux à tout moment livrer en prod mon code. En plus du TDD, on retrouve ce qu'on appelle le Behavior Driven Development. Bruno en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais l'idée c'est vraiment via les trois, on va dire, personas ou les trois personnes les trois parties prenantes de notre contexte, donc PO, Dev, QA. L'idée c'est vraiment d'explorer le métier ensemble. Donc on va apprendre mutuellement. Souvent, on va avoir des visions différentes de notre produit, au sens large. Donc on va essayer d'utiliser vraiment du vocabulaire métier. On va formuler des scénarios ensemble. Donc si on utilise effectivement l'example mapping, ça sera bien cadré. Si on n'a pas ou on ne sait pas comment l'implémenter ou le mettre en place, l'idée c'est de prendre juste pour chaque règle métier ou pour chaque partie de notre besoin, on va dire, on va définir des exemples. Ensuite, ça c'est la cerise sur le gâteau,
Si vous pouvez et vous avez envie, l'idée c'est en troisième temps, c'est de les automatiser. C'est pour ça que je dis la cerise sur le gâteau, parce que souvent c'est un luxe pour beaucoup. Pour moi, je considère que, il y a toujours un petit gap, et souvent on a tendance à dire ouais, mais je connais pas Gherkin ou le langage Gherkin, ou alors les outils type Specflow ou Cucumber pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, ces scénarios-là, rien n'empêche de les automatiser avec des outils type test unitaire. On n'est pas obligé d'utiliser Cucumber ou Specflow pour le faire. Et c'est pour ça que je dis souvent, vous avez toutes les compétences pour le faire, et c'est juste de le faire en mode test d'intégration, on va dire, avec type JUnit, NUnit, voilà. Et en plus de ça, à partir du moment, si on arrive à le formuler et à l'automatiser avec Specflow ou Cucumber, l'avantage, c'est que derrière, on va avoir ce qu'on appelle la living duck. Donc, à partir de ces scénarios qui ressemblent un petit peu à un langage humain, finalement, ça vous parle, le given runtime, Gherkin, parfait. Donc, l'idée, c'est, on peut, à partir de ces scénarios-là, générer un HTML, par exemple, directement, qui peut être publié quelque part, et ça permet ça va devenir une documentation pour les personnes qui arrivent sur le projet, ou alors, dans notre cas, c'était même les utilisateurs qui regardaient les scénarios et disaient mais en fait, vous avez implémenté ça, mais c'est pas ce qu'on attendait comme résultat. Et on identifiait comme ça des bugs parfois via justement cette documentation-là. Donc ça a double effet. Alors, pour les personnes curieuses et connaissent un petit peu, on va dire, le code, j'ai pas mal d'exemples que j'ai mis sur mon GitHub, sur une petite application Currency Converter. C'est juste une petite pauvre IHM, on va dire, avec... je prends une devise et puis une valeur et je convertis. Mais j'ai essayé un petit peu d'implémenter tous les exemples dont je parlais, pour ceux ou celles qui veulent voir comment ça marche concrètement. Voilà. Ensuite, en fait, depuis tout à l'heure, je disais, il y a encore plus, il y a encore plus, il y a encore plus. Et effectivement, l'exploration du monde du test en général, ça finit jamais, parce que je pouvais passer 3 heures à parler de tous les tests qu'on peut avoir dans une application. Mais l'idée, c'est vraiment, au-delà de l'exploration, c'est de partager vos connaissances. Donc, vous avez beau vous avez peut-être découvert des types de méthodes de test, des types de tests, etc. L'idéal, c'est de les partager avec votre entourage, parce que c'est grâce à ça que vous allez peut-être apprendre plus. À la fois, vous partagez votre expérience, mais vous allez forcément, parce qu'on sait très bien que nos connaissances, on va dire, elles sont toujours complémentaires. Donc, si vous connaissez le property-based testing, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va vous apprendre une autre technique qui peut être complémentaire ou qui va vous servir dans votre contexte. Donc, n'hésitez pas vraiment, j'insiste vraiment sur le partage de connaissances et surtout le partage de vos problèmes. Parce qu'on a toujours tendance à partager plutôt nos réussites. Et l'idéal, c'est de partager aussi ses défaites, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de nous améliorer. Donc, depuis tout à l'heure, je parlais, et puis je n'ai toujours pas évoqué le sujet. Donc, dans tout ça, quelle stratégie choisir réellement ? Et qu'est-ce qu'une stratégie de test ? Et j'ai été voir une définition à l'ISTQB. Donc la stratégie de test, c'est le document de haut niveau définissant pour un programme les niveaux de tests à exécuter et les tests dans chacun de ces niveaux pour un ou plusieurs projets. Et je me disais, ok, j'ai essayé de simplifier cette définition en me disant, je vais créer un schéma, ça sera plus simple. Et l'idée, c'est au niveau de l'entreprise, on va avoir ce qu'on appelle une politique de test en général. En dessous de la politique de test, on va avoir une stratégie de test. Ensuite,
on va définir les plans et les cas de test. Et souvent, à défaut, on va dire, d'avoir une stratégie au niveau de l'entreprise, on va l'avoir, c'est pour ça que j'ai mis équipe et entreprise. Donc si vous n'avez pas de stratégie bien définie au niveau de l'entreprise, vous pouvez la définir plutôt au niveau de l'équipe, à minima, enfin, s'il n'y en a pas. Et ça passe par, c'est quoi le but du coup de mettre tout ça en place? On a envie tout simplement de minimiser les défauts de notre système. Et c'est ça le but. Et donc pour minimiser les défauts, il faut en parler. Je reviens à la connaissance. Ensuite, il y a des façons, en plus de tous les tests dont j'ai parlé, il y a un truc que vous devez connaître en tant que testeur et testeuse. C'est ce qu'on appelle l'Agile Testing Cadran. Je suppose qu'il y en a plein parmi vous qui le connaissent. Et l'idée, ça a été initié par Brian Marick et puis repris dans le bouquin de Lisa et Janet. Lisa Crispin. Et puis par rapport à la ligne horizontale, on va avoir des tests qui sont plutôt en vision métier, au-dessus. Et en dessous, on va avoir tout ce qui est orienté technique. Et là, on se dit, ok, avec tous les tests qu'on avait vus avant, avec toute cette partie catégorisation, on a tout ce qu'il faut pour être bien préparé pour définir une stratégie. Et c'est là on se dit, ah ben, il y a trop de choses. Il y a trop de choses et justement quel test implémenter? Parce que si on passe notre vie à implémenter tous les tests qu'on a vus, ben justement on y passe la vie et on n'a rien délivré. Donc on va quand même essayer de prioriser dans tout ça. Et comment le faire? Il y a Nicolas Fédoux qui disait à Flocon en 2018, commencez par réfléchir à la stratégie de test pour en faire moins, mais mieux. Parce que justement, si on dit on va implémenter la pyramide de test ou alors avoir une couverture de code à 80%, c'est pas vraiment une stratégie. C'est plutôt des quick wins, on va dire. Donc comment on procède pour justement définir une stratégie? Première chose, il faut déjà impliquer toutes les parties prenantes. Et quand je dis toutes les parties prenantes, c'est métier, QA, dev, support, infra, donc les ops, tous les métiers. Parce que chacun d'eux va avoir vraiment une idée, une vision ou une perspective différente. Donc ça, c'est une. Deuxième chose, c'est on va chercher les risques. Qu'est-ce qui se passe quels sont les risques qu'on veut éviter? Et ensuite, on va identifier les parties critiques de notre système. Parce que c'est là où on va mettre le focus. Et puis peut-être les autres, on va mettre moins. Et c'est la partie support, on va dire, qui va nous identifier ou qui va nous donner des pistes par rapport aux défaillances qu'on peut avoir dans notre système. En termes de tips, là on va chercher par exemple les tests qu'on fait manuellement. Est-ce qu'on ne peut pas automatiser par exemple certains? Donc peut-être qu'on va gagner du temps justement par rapport à ça. À quel niveau de confiance on a envie de viser? Donc là ça permet d'augmenter la couverture des tests automatisés et puis on peut carrément intégrer ces tests-là dans la CI, donc de dev.
qui détecte les bugs, un test côté métier puis qui prévient peut-être ou détecte de potentiels défauts. Donc Q1, Q2, Q3, Q4, un chacun, et on va essayer de voir, parce que comme on a dit, plus les tests sont en bas de la pyramide, enfin plus on s'approche de la base, plus le feedback est rapide, donc on va essayer d'avoir ce niveau de proportion. Et puis pour les autres, on va plutôt chercher des compromis. Donc les parties qui ne sont pas critiques, peut-être que ça sert à rien de faire des tests, on va dire, d'intégration qui mettent beaucoup de temps à s'exécuter. Peut-être que les tests unitaires, ça suffit amplement. Donc, c'est là où on va décider un petit peu de trouver un compromis par rapport à tout le catalogue de tests qu'on a eu. Et puis, on ne s'arrête pas là parce que c'est récursif. Donc, pour chaque partie critique, on va essayer de chercher des sous-parties critiques. Parce que souvent, quand on dit c'est notre cœur de métier, oui, mais là-dedans, peut-être qu'il y a encore des sous-domaines qui sont plutôt corps et puis d'autres qui sont moins critiques que celui qu'on a identifié. Et donc, c'est pour ça que je dis récursif. Donc, on va partir de la partie critique et pour chaque partie critique, on va essayer un petit peu de chercher jusqu'à arriver pratiquement aux fonctionnalités. Et c'est comme ça qu'on va identifier vraiment, on va cartographier vraiment les zones. J'ai pris la photo exprès avec les petits épingles pour dire c'est les zones sur lesquelles on va mettre vraiment le focus. Donc l'idée c'est vraiment d'identifier cette cartographie et surtout de la partager avec tout le monde. Donc c'est comme ça que toutes les équipes, après s'il n'y en a qu'une seule c'est vite fait, mais s'il y en a plusieurs, l'idée c'est vraiment de partager encore une fois la connaissance. Et comme ça, tout le monde est au courant de qu'est-ce qu'on a envie de faire et surtout que tout le monde soit sensibilisé par rapport à la criticité de chaque module, par exemple. Tout ça pour dire qu'une bonne stratégie de test, ça passe par ça permet en tout cas d'avoir une meilleure qualité, de réduire les frustrations et forcément fidéliser les équipes. Voilà, la jeune femme que j'étais a fait du chemin effectivement depuis la sortie de l'école et aujourd'hui j'aide les équipes à mettre en place des stratégies de test au quotidien. Donc si vous avez envie ou besoin d'aide, vous savez à qui vous vous adressez. Et puis à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à votre tour de cultiver ou de propager ou d'installer une culture de qualité. Je sais que vous le faites déjà au quotidien. Maintenant, j'espère que vous avez les billes pour. Voilà, merci.